sommes le 16 juillet aujourd'hui. La fin de la session parlementaire d'été officielle, c'est le 27 juillet. Donc finalement, tout ce qui reste à Benjamin Netanyahou, c'est à tenir la semaine prochaine. Et on a clairement le sentiment qu'Aryeh Deri fait tout pour freiner des quatre fers. Il y va à son cœur défendant parce que il a besoin de montrer que lui aussi, il est tout aussi fidèle au monde de la Torah et à l'étude de la Torah. Mais est-ce qu'Aryeh Deri a envie de quitter la coalition à ce moment crucial, qui comprend très bien qu'on est engagé dans une guerre extrêmement importante pour la survie de l'État d'Israël? J'en doute très très fort. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va aller droit au but. On parle de départ des partis orthodoxes, du parti judaïsme de la Torah, peut-être aussi du parti Chasse, probablement. Alors, est-ce que l'on se dirige irrémédiablement vers la dissolution du Parlement, des élections anticipées ? Alors, je crois pas, Daniel. Nous sommes le 16 juillet aujourd'hui. La fin de la session parlementaire d'été officielle, c'est le 27 juillet, en sachant que les jours ouvrés à la Knesset, vous le savez mieux que moi, Daniel, c'est du lundi au jeudi. Donc finalement, tout ce qui reste à Benjamin Netanyahou, c'est à tenir la semaine prochaine, puisque là, on est mercredi. Il y aura jeudi demain et lundi, mardi, mercredi la semaine prochaine. Donc au final, c'est pas du tout assez de toute façon pour faire voter une loi de la dissolution, quand bien même ce serait la volonté. Et on a clairement le sentiment qu'Aryeh Deri fait tout pour freiner des quatre fers. Il y va à son cœur défendant parce que il a besoin de montrer que lui aussi, il est tout aussi fidèle au monde de la Torah et à l'étude de la Torah, pour ne pas se laisser concurrencer par les Ashkénazes orthodoxes. Mais est-ce qu'Aryeh Deri a envie de quitter la coalition à ce moment crucial, tous les moments sont cruciaux depuis le 7 octobre, mais qui comprend très bien qu'on est engagé dans une guerre extrêmement importante pour la survie de l'État d'Israël? J'en doute très très fort. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à la relation entre orthodoxes ashkénazes et orthodoxes séfarades. En fait, 40 ans après la création du parti Chasse, on voit que le parti séfarade est toujours inféodé aux ashkénazes, aux orthodoxes ashkénazes. Ça, c'est une évidence. Si vous voulez, quand on parle aux ultra-orthodoxes dans la rue, ils vous disent d'abord, guillemets, d'abord le judaïsme unifié de la Torah, et Chasse a toujours été plus périphérique dans ce sens-là. Chasse, d'ailleurs, a un électorat qui est plus large, qui dépasse le monde ultra-orthodoxe, qui a aussi beaucoup de traditionalistes, qui a aussi des électeurs de droite et qui a des électeurs qui vont à l'armée, qui font leur service militaire, et même des députés qui font leur service militaire. Voilà, c'est ça. Donc il y a une différence, de sensibilité, il y a une différence de valeur, il y a une différence de milieu. Mais étant donné que ce qu'on appelle les Lituaniens, enfin le monde ashkénaze ultra-orthodoxe est toujours celui qui a donné le ton. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a encore aujourd'hui de la discrimination dans certaines écoles religieuses, malheureusement, que ce soit à l'égard des filles ou à l'égard des garçons, où la pratique séfarade est considérée comme moindre, comme moins sérieuse. Et donc pour ces raisons-là, on ne va pas accepter certains élèves. On sait que ça existe. Et Chasse, qui était un parti qui a été créé notamment pour répondre à ce genre de difficultés de son électorat, a toujours eu en même temps besoin de prouver, si vous voulez, qu'il est plus royaliste que le roi, qu'il n'est pas moins religieux, moins assidu, moins sévère dans sa pratique. Et donc il y a une espèce de compétition, alors qu'on sait par définition que ce sont des partis très différents. Aryeh Deri, depuis qu'il est à la Knesset depuis 30 ans, il a passé l'essentiel de sa carrière au gouvernement, dans la coalition, presque le bras droit de Benjamin Netanyahou, toujours à des postes gouvernementaux extrêmement importants. Chasse ne s'est jamais caché de vouloir participer justement à la conduite du pays, alors que le rapport du côté des Ashkénazes est différent. On se souvient que quand Litzman est ministre de la Santé, c'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'il a un portefeuille ministériel, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au pouvoir, un rapport à la politique sioniste, à la politique qui accepte l'idée de l'État d'Israël, qui est très différent dans ces deux électorats-là. Mais évidemment, il y a des tensions, et il y a un besoin de prouver la rigueur religieuse, et ce qui fait qu'on est dans le conundrum actuel. Mais on voit bien, même quand on dit que les sages, le conseil des sages de la Torah de Chasse va se réunir, on nous dit bien que c'est aujourd'hui ou demain. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'urgence, qu'on est en train d'essayer de traîner les pieds au maximum, et si possible d'arriver à la fin de la session parlementaire, ce qui, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Daniel,
laisse à Benjamin Netanyahou jusqu'au 17 octobre, après les fêtes de Tishré, donc autrement dit une éternité en politique, pour arriver mieux armé à sa session parlementaire d'hiver et éventuellement de régler le problème en off, en coulisses, quand la Knesset ne se réunit pas. Alors, derrière cela, il y a une sorte de rivalité entre Benjamin Netanyahou et celui qui est le rédacteur de la loi, Yuli Edelstein, qui apparemment, selon les dernières informations, eh bien, aurait durci le texte de la loi par rapport à ce qu'il était il y a encore un mois ou 2 mois, et c'est ce qui aurait fait mis les orthodoxes en colère, n'est-ce pas? Oui, alors Yuli Edelstein hier donne une conférence de presse et fait un aveu qui ne choque pas les électeurs du Likoud, mais qui évidemment passe mal du côté des ultra-orthodoxes. Il dit quand on était veille de l'attaque en Iran, donc ça nous ramène en juin, Daniel, j'ai voulu faire des efforts parce qu'on savait très bien vers quoi on allait. On avait besoin de garder le gouvernement en place. Et on sait a posteriori que Benjamin Netanyahou lui-même a confié à certains ministres ultra-orthodoxes que l'attaque était imminente et donc leur a demandé finalement de ne pas quitter le gouvernement à ce moment extrêmement sensible. Et apparemment, Edelstein se serait montré plus conciliant que ce qu'il avait envie d'être pour effectivement ne pas créer de crise parlementaire à ce moment-là. Or, il était évident que j'allais pas laisser passer ça comme ça, et donc il aurait redurci le ton. Mais enfin, si vous voulez, de toute façon, les partis sont tellement loin dans cette négociation, il y a tellement... c'est pas comme si on avait 2-3 nuances qu'il fallait régler aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui est le minimum acceptable aujourd'hui pour les électeurs du Likoud et pour le mainstream israélien qui sert l'armée, d'accord, jusqu'à s'essouffler totalement depuis maintenant 2 ans, mais bien avant évidemment aussi. Et ce qui est acceptable pour le monde ultra-orthodoxe qui vraiment rechigne absolument à confier qui que ce soit de ces jeunes à cette institution qui est Tsahal, qui est considérée comme une institution laïque, comme une institution non religieuse, comme une institution profane, qui va avoir une mauvaise influence sur les jeunes. Et donc, on essaye à tout prix d'éviter un quelconque rapprochement entre ces deux mondes-là. Donc, il était évident, si vous voulez, que ça allait être très difficile de trouver un compromis. Bon, alors évidemment, il y a de la politique politicienne qui rentre là aussi en jeu. Chasse a ôté les gants hier et a fait un communiqué en disant tout ça, c'est Yuli Edelstein qui est d'accord, qui est de concert avec Yesh Atid pour faire tomber Benjamin Netanyahou et pour lui prendre les rênes du Likoud et tout ça. Bon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? On le saura jamais. Bon, de toute façon, ce genre de combat existe toujours dans les coulisses de la politique nationale, mais on comprend bien de toute façon que la seule façon, si vous voulez, où le mainstream israélien sera satisfait d'un quelconque accord avec les ultra-orthodoxes, c'est un accord qui sera imposé aux partis orthodoxes, d'accord, qui ne leur laissera pas le choix parce que eux-mêmes ne sont prêts à très très peu de concessions. Alors justement, je voudrais revenir avec vous, diffuser à nos auditeurs et téléspectateurs une image d'hier, qui date d'hier, donc de la rencontre entre Binyamin Netanyahou et les soldats de la nouvelle brigade des Hashmonaïm, des Asmonéens. Écoutez, regardez. Alors voilà, il s'agit des soldats de la brigade, soldats orthodoxes, des centaines de soldats orthodoxes qui ont été réunis pour rencontrer Binyamin Netanyahou et qui, en l'accueillant, chantent le Ani Maamin, la véritable profession de foi historique, de foi du peuple juif. Et lorsque je vous entendais parler tout à l'heure des tensions entre laïcs religieux au sein de l'armée, une armée laïque, une armée plus religieuse, là, d'une certaine manière, l'armée israélienne, c'est-à-dire ceux qui veulent l'enrôlement des élèves des yeshivot, y compris au sein de l'armée, eh bien, est-ce qu'ils sont conscients que l'armée risque de changer de visage avec s'il y a une arrivée massive d'orthodoxes? On parle presque de 5000 orthodoxes qui rentreraient à chacune des sessions. C'est énorme. C'est-à-dire il va falloir rapidement faire pas seulement des brigades, mais des divisions orthodoxes. L'armée, elle est prête à cela?
Bon, j'ai envie de vous dire, Daniel, on n'en est pas là, hein, puisqu'on les a pas, les 5000 recrues. La question ne se pose pas encore directement. Après, ce que vous dites, ça touche évidemment à des débats qui avaient lieu, mais alors j'ai envie de vous dire en temps de paix, d'accord? C'est moins important en temps de guerre. En temps de paix, effectivement, il y avait beaucoup de débats autour de ça. Est-ce que si on crée un certain nombre de divisions ultra-orthodoxes, donc qui suivent totalement le mode de vie ultra-orthodoxe, c'est-à-dire sans femmes totalement, d'accord, avec un mode de vie ultra cachère, etc. Est-ce que ça va avoir un impact sur les autres populations qui s'engagent? Et évidemment, en particulier les femmes, les filles qui, elles aussi, veulent jouer un rôle significatif quand elles s'engagent dans les rangs de Tsahal, qui donnent 24 mois de leur vie à l'armée et qui donc souhaitent faire des choses qui soient aussi des expériences positives pour elles, des expériences professionnalisantes également. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir un clash? Encore une fois, on n'en est pas là du point de vue des nombres. Et deux, je pense que le 7 octobre a remis la guerre au milieu du village. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant, Tsahal, c'est aussi évidemment un grand corps social dans lequel on se pose des questions, dans lesquels on essaye d'avoir des points de vue féministes, on essaye de respecter les orientations de chacun, les sensibilités de chacun. Mais avant tout, le 7 octobre nous a rappelé que Tsahal, c'est d'abord un corps professionnel qui a besoin de défendre l'État d'Israël et de remporter ses guerres, et donc qui a besoin de bras, d'accord? Et on se posera la question plus tard. D'accord? Je pense, Daniel, que ce genre de question se reposera dans 10 ans, dans 15 ans, si effectivement on a beaucoup de divisions ultra-orthodoxes et que ça a un impact particulier. Après, j'ai envie de vous dire, le monde ultra-orthodoxe fonctionne avec la ségrégation homme-femme, d'accord? Donc, par définition, si ces divisions, elles commencent à être un peu plus importantes, elles seront toujours ségrégées du reste de Tsahal et elles seront toujours loin du reste de Tsahal par essence, parce que c'est ce que souhaite cette population. De la même manière qu'aujourd'hui, on a des classes non mixtes dans les universités, que ce soit l'université hébraïque ou d'autres, pour justement pouvoir accueillir des ultra-orthodoxes. C'est pas des milliers et des cents, c'est quelques milliers, voire parfois quelques dizaines de milliers, ou alors on a des sociétés de high-tech qui accueillent des jeunes femmes ultra-orthodoxes, etc. Et c'est pas comme si ces lieux-là avaient totalement changé leur ADN culturel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que de toute façon, c'est un monde qui va vivre à part et ne pas se mélanger. Donc je pense a posteriori que ces craintes-là, elles ne correspondaient pas forcément à une réalité sur le terrain. Et encore une fois, c'est pas le plus important maintenant. Le plus important, c'est de soulager les réservistes, c'est de soulager les familles, c'est de soulager les jeunes qui sont engagés dans l'armée et qui viennent de recevoir une lettre comme quoi, eh bien, leur service militaire est tout simplement prolongé d'un an, comme ça, sans leur poser la question. On a besoin de penser à l'avenir de cette génération qui se bat depuis 24 mois, presque 24 mois maintenant, et les questions culturelles, elles viendront après. Eh bien, Myriam Schermer, merci beaucoup. On aurait aimé parler avec vous, prolonger cet entretien pour parler d'autres sujets, mais on n'a malheureusement pas le temps. On est pris par le temps. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donc d'une certaine manière indiqué que les élections anticipées, c'était pas encore pour demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, Myriam. À bientôt. Merci, Daniel. Bonne journée.